moi je suis développeur web, donc je suis passé par des technos comme le PHP, le C Sharp ou encore toute la stack JavaScript. Et ensuite je suis devenu donc développeur Android natif chez Biap, donc une agence mobile. Et depuis le début de l'année, donc maintenant je m'intéresse aux technos hybrides qui sont de plus en plus demandés donc aujourd'hui par nos clients. Juste pour me rendre compte, qui parmi vous fait de l'Android? Ok. Du C Sharp? Ok. Donc première question, pourquoi Xamarin au Web Today? Quand on est développeur web donc, et qu'on veut se lancer dans des applications hybrides, on va plutôt se tourner naturellement vers React Native ou NativeScript, donc du fait de la stack technique que l'on maîtrise déjà. Et l'idée aujourd'hui, moi, c'est vraiment de vous présenter les mécanismes et les possibilités que va nous offrir donc Xamarin pour développer des applications. Et c'est aussi vous montrer que ça peut vous faciliter l'entrée dans le monde du développement mobile sans pour autant avoir à apprendre les technos natives. Donc Xamarin, c'est un framework cross-platform en C# qui permet de développer des applications iOS, Android ou UWP. Donc ça, c'est à vous de voir. Je vous ai mis quelques références, donc Pinterest et Slack par exemple, que vous devez certainement utiliser sur vos smartphones. Donc historiquement, tout commence en 2003 avec le projet open source Mono, qui avait pour but de proposer une implémentation de la plateforme .NET sous Unix. En 2011, donc les créateurs de Xamarin, ils vont créer les créateurs de Mono vont créer leur startup, donc Xamarin, et ils vont développer MonoTouch et MonoDroid. Donc ça va permettre de faire tourner Mono sur iOS et Android. Donc déjà, si on s'arrête sur ce point-là, 2011 c'était il y a 6 ans, donc c'est une techno plutôt mature dans le monde du mobile. Et enfin, en février 2016, donc ça va être acheté par Microsoft, qui va le mettre open source et gratuitement à disposition dès le mois de mars. Donc l'objectif de Xamarin, c'est de développer en un seul langage, donc le C#. Donc en 2011, seule la logique métier était mutualisable. Donc lui, elle se faisait alors sur chaque plateforme, donc ça nous a amené à 30% de code commun. Et avec l'arrivée de Forms en 2014, donc ça c'est une couche d'abstraction qui permet d'unifier le développement de l'UI, on arrive à plus de 90% de code commun. Donc, concernant les outils de développement, jusqu'à il y a 3 semaines, il y avait donc Xamarin Studio et Visual Studio Preview. Donc ça c'était deux noms pour deux IDE strictement identiques. J'ai eu pas mal de soucis moi avec Xamarin Studio personnellement, qui voulait pas débugger, et la preview de Visual Studio qui voulait bien débugger mais qui crachait plus que régulièrement. Et depuis, donc maintenant Visual Studio a sorti une release, donc il n'y a plus qu'un IDE, et j'ai pas eu de soucis particuliers. Il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs versions de Visual Studio, il va quand même en rester une gratuite, la version Community, et des versions payantes. Donc Xamarin il nous met également à disposition d'autres outils comme le Profiler, qui va permettre de détecter des fuites de mémoire, analyser les performances de son appli. Là par contre il faut savoir que le Profiler il est disponible que dans la version payante de Visual Studio. Et aussi donc il va être possible de générer des tests d'UI via un recorder. Et ces tests ils pourront être passés sur le Xamarin Test Cloud sur un parc d'environ 2000 devices. Mais bon là encore une fois, donc faudra passer à la caisse pour en profiter. Donc on vient de le voir, donc Form c'est une couche d'abstraction d'UI. Donc on va pouvoir l'utiliser de deux façons, soit avec le langage de balisage XAML et plus le code behind, ou directement en code. Donc au runtime, en fait, chaque page et les contrôles ils vont être rendus via les éléments natifs de la plateforme cible. Donc là par exemple, je vous ai mis un entry en Forms qui va devenir un UI text view sur iOS et un edit text sur Android. La première couche d'éléments, donc elle va être de type page. Donc on va y retrouver les éléments de navigation classiques, comme par exemple le master detail page pour la navigation via sliding menu, ou encore le tab page pour une navigation via onglet. Donc là on va retrouver par exemple en utilisant la navigation par onglet, on va la retrouver nativement donc sur iOS, elle va se retrouver en bas, et sur Android elle va se retrouver en haut. Donc dans ces pages, on va pouvoir utiliser différents layouts, donc qui vont nous faciliter le positionnement d'éléments. Donc par exemple le stack layout pour un positionnement en pile, relative layout par contrainte, grid layout par grille, etc. Et enfin donc on va pouvoir venir placer nos contrôles dans les layouts. Donc on en a tout un panel, les plus courants d'une application mobile. Et on verra dans un petit exemple comment on les utilise. Donc
comment se présente une vue. Donc là, je vous ai mis deux vues strictement identiques. Donc à gauche, on va en XAML plus le code behind, et à droite en code. Donc si on regarde plus en détail le nœud root du XAML, on va retrouver les définitions des namespaces. Donc le premier, ça va être celui par défaut, donc ça va signifier que tous les nœuds dans le XML qu'on va utiliser sans préfixe vont être ceux de forms. Et le deuxième, donc on va définir le préfixe x, qui va être en fait tous les éléments et attributs intrinsèques à XAML. Et dès la ligne suivante, on vient utiliser notre préfixe et on spécifie donc où se situe le code behind. Donc là, ici, dans myapp.views, avec le nom de la classe XAML page. Donc maintenant, il peut arriver en fait que les propriétés que des contrôles Xamarin Forms ne nous permettent pas d'obtenir le rendu souhaité. Donc là, on va voir comment les personnaliser. Donc là, les usages ils sont différents, mais je vais y revenir tout de suite. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que les effects, ils vont simplement permettre la personnalisation des contrôles en modifiant les propriétés natives sur la plateforme. Donc on verra un exemple avec un entry. Ensuite, tout ce qui peut être fait via un effect, en fait, va pouvoir l'être via un custom renderer. Mais en plus de pouvoir modifier les propriétés du contrôle, on va aussi pouvoir venir surcharger les méthodes du contrôle en question. Donc il faut bien un custom renderer, il faut savoir que c'est un peu plus lourd à mettre en place qu'un effect, donc il faut faire son choix intelligemment. Et enfin, donc on verra un exemple d'animation qui va nous permettre d'augmenter l'expérience utilisateur, donc directement depuis Forms, sans pour autant avoir à descendre sur les SDK natifs. Donc, pour créer un effect, en fait, on vient créer une classe qui hérite de routing effect, on lui ajoute les attributs qu'on aura besoin dans la plateforme spécifique, et on appelle le constructeur de la classe mère en lui passant l'ID de notre effect. Ensuite, on va directement pouvoir venir consommer notre effect en XAML en l'ajoutant à la collection d'effects de notre contrôle. Donc vous verrez en haut des slides, je vous ai mis une petite icône Xamarin ou Android, suivant si on se situe en fait dans le projet commun ou dans le projet Android. Parce que je présenterai que le projet Android aujourd'hui, étant donné que sur iOS, ça va être la même chose. Donc côté Android, on vient créer une classe qui hérite de plateforme effect. Et comme vous pouvez le voir en haut, en fait, via les metadata attributes, on précise comment doit être consommé ce platform effect. Donc en fait, si on concatène le resolution group name et l'export effect, on se retrouve avec l'ID qu'on a passé juste avant dans le routing effect. Donc ensuite, quand un effect il est ajouté au contrôle, on va passer dans la méthode onAttached. Et c'est là qu'en fait, on va pouvoir récupérer notre effect, puis notre contrôle, le caster directement dans le type d'implémentation de la plateforme. Donc notre entry sur Android est un edit text. Et via les paramètres, les attributs qu'on a passés à l'effect, on va pouvoir appliquer notre padding et avoir le rendu qu'on souhaite. Donc là maintenant, on va passer au custom renderer. Donc en Forms, chaque contrôle il est accompagné d'un renderer par plateforme qui va créer une instance d'un contrôle natif. Donc l'idée du custom renderer, c'est de créer un custom contrôle et autant de custom renderer qu'il y a de plateforme. Donc comment ça se passe? Donc côté projet commun, là pour notre exemple, je crée une custom map, donc simplement un objet qui hérite de map. Et puis je vais pouvoir venir utiliser directement mon custom map en XAML une fois que j'aurai ajouté mon namespace. Donc dans le projet Android, comme on vient de créer une custom map, on va venir créer un custom map renderer. Donc c'est simplement une classe qui hérite de map renderer. Et là par contre on va pouvoir venir implémenter toutes les interfaces natives que l'on souhaite. Donc là ici en fait c'est juste modifier donc la petite bulle d'information quand on clique sur le marqueur d'une map, et on va le faire comme on le ferait sur Android, c'est-à-dire en faisant un inflate d'un layout en XML, donc une vue Android. Donc, tous les éléments de Forms que l'on a vus là, ils peuvent tous être animés, donc suivant des animations simples, et sur chaque animation on va pouvoir appliquer des fonctions de d'easing, donc de changement de vitesse. Donc là simplement en bas c'est juste un petit effet de bouton pression. C'est juste pour vous montrer qu'on peut directement faire des animations depuis Forms. Donc maintenant que nous avons vu comment utiliser Forms pour lui, des fois il peut être nécessaire par contre d'appeler des fonctions qui utilisent les SDK natifs depuis Forms pour répondre à des besoins spécifiques. Donc ça va être possible grâce aux dependency services. Donc on commence par définir une interface donc dans le projet commun.
Et on va venir l'implémenter sur chaque plateforme. Et on viendra utiliser donc nos méthodes via le get du dependency service. Donc ce qui revient en fait à de l'injection de dépendance. Donc là, admettons qu'on ait besoin de manipuler des fichiers en local sur chaque plateforme. On va juste créer une interface dans le projet commun avec les méthodes que l'on aura besoin. Donc ici, une méthode qui va nous retourner le chemin complet du fichier, et puis des méthodes pour manipuler les fichiers. Et en dessous, donc, je vous ai mis un exemple de comment on utilise via le dependency service une de ces méthodes. Donc, côté Android, on implémente notre interface, donc toujours en l'enregistrant via le metadata attributes, donc du dependency injection container. Et donc là, après, on peut y mettre le code spécifique sur chaque plateforme. Donc l'objectif de la suite de la présentation, c'est de vous présenter un mini projet donc assez useless. C'est à savoir un timer qui informe l'utilisateur de sa progression, donc soit dans l'app ou soit via une notification. Si l'app est en background. Donc toujours comme depuis le début, moi je présenterai que la partie Android. Si vous le voulez, à la fin je mettrai sur GitHub le code complet de ce mini projet. Donc un projet Forms, ça ressemble à ça en fait. Là on a nos 3 projets. Donc à gauche, on va retrouver notre projet Forms. Donc on va pouvoir définir une architecture comme on le ferait dans un projet .NET classique. Dans chaque projet, on va retrouver un dossier de package. Donc, par défaut, on a au moins celui de Forms. Et ensuite, sur Android et iOS, on va retrouver la structure minimale donc, qui correspond à chaque plateforme. Donc sur Android, on va retrouver une main activity, le dossier resources, l'Android manifest. Sur iOS, on va retrouver l'info.propertylist, le launch script, le storyboard et l'app delegate. Donc maintenant, en fait, on vient de voir qu'on a un projet Forms, il est composé d'autant de projets, d'un projet commun et d'autant de projets que de plateformes cibles. Et pour communiquer entre ces projets, donc Xamarin il nous met à disposition un bus de messagerie, donc le Messaging Center. Donc son fonctionnement il est très simple, hein. On envoie un message via la méthode send et puis ce message il est consommé donc par tous ceux qui s'y sont abonnés via la méthode subscribe. Pour notre timer, donc là on va avoir besoin de 3 types de messages. Donc on va faire 2 classes marqueurs, start et stop message, qui vont juste servir à démarrer et arrêter nos services. Et un message de progression qui va nous servir à mettre à jour l'UI donc, dans le projet commun. Donc si je schématise la façon dont on va se servir du Messaging Center pour faire notre timer, donc ça donne ça. Donc en fait, au clic sur le bouton Start and Stop, on va envoyer un message directement à nos projets communs. C'est ça qui va permettre donc de démarrer et d'arrêter nos services, puisque c'est nos projets communs qui écouteront ces messages. Et ensuite, c'est chaque plateforme qui va s'occuper de gérer sa notification et d'envoyer un message de progression donc au projet commun pour mettre à jour l'UI. Donc la vue de notre timer, on l'a vu, hein, c'est très simple. Il y a toujours les 3 types d'éléments, le page, le layout, et là on va juste avoir 2 contrôles, donc un bouton et un label. Les textes et les événements donc, qui vont directement être bindés à notre view model. Donc le code bind c'est le même que tout à l'heure, si ce n'est qu'on lui précise le binding context en lui passant une instance donc, de notre view model. Maintenant en fait on va voir comment envoyer nos messages. Donc on clique sur le bouton Start and Stop depuis le projet commun et puis comment on va pouvoir le récupérer dans notre projet spécifique. Donc dans notre view model à gauche on va retrouver le constructeur qui initialise les valeurs et définit le comportement au clic sur le bouton et on va s'abonner à notre message de progression. Donc quand on va recevoir notre message de progression, on va simplement mettre à jour notre view model qui va s'occuper de mettre à jour notre vue. Et à droite, donc suivant l'état de notre timer, on va simplement envoyer un message start ou stop à nos différentes plateformes donc, qui écouteront sur ce type de message. Donc ça nous amène en fait dans le projet Android, dans le main activity.
dont on va retrouver la méthode onCreate, présente dans toute activité Android. Donc, pour ceux qui ne font pas d'Android, une activité, c'est vraiment la composante principale d'une application. Il y en a au minimum un dans un projet. Donc là, ça va être le cas dans Forms. Donc c'est notre main activity. Et c'est ici qu'on va venir s'abonner à nos messages start and stop. Donc à la réception d'un message, comme dans un projet Android classique en fait, je vais venir créer un intent et je vais appeler la méthode start service ou stop service en lui passant cet intent. Donc les intents en fait sur Android, ça permet de communiquer entre les différentes activités de notre application avec et donc avec les services en fait. Donc en fait, il faut voir ça un peu comme un messager. Donc une fois notre message de démarrage récupéré, là on va regarder donc comment mettre à jour la notification et envoyer notre message de progression toutes les secondes donc à notre service, depuis notre service, pardon. Donc on arrive dans notre service Android. Il faut savoir qu'un service sur Android, ça permet d'exécuter en fait du code à l'extérieur du life cycle classique d'une activité. Donc là, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, puisqu'on cherche à faire une tâche en background. Donc encore une fois, ça a la même structure que sur Android. On va y retrouver les méthodes onStartCommand, onDestroy et onBind. Mais nous, on va plutôt s'intéresser donc à la méthode onStartCommand que l'on vient d'appeler en faisant un start service. Donc on va aller voir cette méthode. Donc dans la méthode onStartCommand, là, je vais instancier un jeton d'annulation. Donc même si en fait on est quand même sur les SDK natifs, ils sont directement accessibles en C#, on reste quand même dans un projet C#, donc on peut utiliser le cancellation token source et la task du C#. Donc je vais utiliser la task et je vais utiliser la méthode run qui va prendre en paramètre en fait une méthode d'action et mon token. Donc dans cette méthode, je vais commencer par initialiser le notification manager d'Android et je vais rappeler une task. Et là, je vais venir en réactive toutes les secondes, donc itérer chaque seconde. Et là, ce qui va être intéressant, en fait, ça va être la partie qui est en highlight. Donc, on crée notre message de progression. On vient mettre à jour via le Notification Manager la notification. Et on envoie donc notre message de progression pour qu'il soit reçu donc, du projet commun et qu'il le mette à jour lui. Donc, la méthode onDestroy qu'on a vue dans notre service. Donc elle est appelée à chaque fois qu'on fait un stop service ou alors que le système décide de lui-même de killer le service. Dans cette méthode, donc là, on va simplement se servir du cancellation token source, on va demander l'annulation et ça va faire annuler donc, toutes les tasks qui en dépendent. Et grâce à ça, on va pouvoir donc venir via le Notification Manager Android, annuler la notification et donc la retirer de la vision à l'utilisateur. Donc concernant le packaging d'application, là tout va se faire via Visual Studio. On n'a pas besoin de démarrer Xcode ou Android Studio. Donc là on va venir préparer nos archives iOS et Android. Puis on va les signer via le Keystore sur Android et via le Provisioning Profile sur iOS, donc comme on le ferait en natif. Il faut quand même savoir avec la taille d'une application Xamarin, elle est forcément plus lourde qu'une application native, puisque déjà on embarque Mono et en plus on va embarquer tout un tas de DLL qu'on aura ajouté. Donc, concernant la courbe d'apprentissage, elle est très bonne, étant donné en fait qu'on retrouve une documentation complète et elle est enrichie de tout un tas de samples et de snippets. Donc moi, en tout cas, j'ai eu aucun souci personnellement à appréhender Xamarin, d'autant plus que la communauté elle est grandissante depuis que c'est devenu open source et gratuit. Si ça vous intéresse de développer en Xamarin, je vous ai mis 2 liens. Là, on va retrouver tout un tas de librairies qui sont très utiles. Donc voilà, en fait, j'espère vous avoir montré un bon aperçu des mécanismes et des possibilités que nous offre Xamarin pour développer des applications. Et si vous avez des questions, donc, je serai disponible juste après. Voilà. Sauf si j'ai le temps.